Ras-le-bol du Covid. On a tourné la page. On veut plus en entendre parler, c'est derrière nous. Bon, on sent bien qu'on n'a pas vidé nos sacs. On a mis un peu les choses sous le tapis quand même. Il y aurait tant à dire. Laissez-vous compter les vertiges qu'a produit l'irruption de la pandémie de Covid-19 pour les professionnels qui accompagnent des personnes vulnérables. Un vertige, quelque chose qui fait vaciller, chanceler, parfois tomber. Écoutez l'étrange épopée que leur a fait vivre la traversée de la crise sanitaire. Une épopée, quelque chose qui renvoie à l'irréel, à l'héroïsme et même au sublime. En décembre 2019 et janvier 2020, des informations inquiétantes parviennent de la Chine et de l'OMS. Puis en février, des images alarmantes de l'Italie. Fin février et début mars, des foyers infectieux sont déclarés en France, à Cet Creil dans effort que je l'Oise, vous en demande, Savoie, je sais à qu'il est Mulhouse, en inédit, Morbihan, mais les en Mayenne, circonstances à Ajaccio, nous y en obligent. Outre-mer. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Avec le confinement général, de mi-mars à mi-mai 2020, les professionnels qui accompagnent des publics vulnérables connaissent diverses situations. Ceux travaillant dans des établissements résidentiels ne sont pas confinés. Ils cherchent à entourer et protéger les résidents dans un huis clos qui n'en finit pas. Ceux faisant de l'accueil de jour doivent fermer leur structure. Et, comme ceux accompagnant les personnes chez elles, ils n'ont plus guère que le téléphone et la visio pour soutenir à distance les personnes et leurs proches. Les repères d'action sont ébranlés, le travail collectif devenait impossible et le travail individuel difficile. Annonce présidentielle. Je me sens presque excitée. C'est inouï. Un peu irréel aussi. Ça pédale à 300 à l'heure à l'intérieur. Je pense à tous les effets, notamment psychiques, que ça va faire jaillir. Les dégâts. Et je me sens portée en même temps par le fait que nous vivons tout ça en même temps. J'ai du mal à trouver le sommeil. Ça pédale en pensée. Informations contradictoires entre spécialistes qui parlent d'une simple grippe et finalement on ferme les écoles, les collèges, les universités. Doit-on supprimer les temps collectifs pour les résidents? Comment être sûr de prendre la bonne décision? C'est le confinement, tous aux abris. Sauf ceux qui devront assurer la continuité de l'activité. Vite. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, anticiper ce qui va se produire, imaginer le pire, tout en se disant que les autorités se couvrent, comme d'habitude. Mais tout de même, on ne sait jamais. Ils sont experts. Aujourd'hui, je suis responsable, demain, je serai coupable. Il y a un moment de panique. Il faut travailler vite pour organiser les prochains jours et rentrer écouter le président à la télé. Au début de son allocution, je suis apeurée par ce qu'il confirme et surtout ce mot, guerre. Bon, le discours est trop long et je me perds dans mes pensées. Je ne veux pas paraître affolée devant ma famille. À l'Institut, tout le monde s'assure de ne rien oublier. Les infirmières essaient de nous rassurer. Au début, pas de mots. Ensuite, plein de questions arrivent. Faut-il rester? Faut-il des masques que nous n'avons pas? Les familles sont contentes d'avoir leur enfant auprès d'elles et ont apprécié d'avoir été contactées pour expliquer la situation. Mon mari ne se sent pas bien. C'est la mauvaise nuit que nous avons passée dans l'interrogation de tout. Nous travaillons jusqu'à midi. Ensuite, c'est le confinement. À la pharmacie, l'atmosphère est pesante. Les gens osent à peine se regarder. On dirait que nous préparons une vraie guerre. Hier, j'ai réussi à me connecter au Drive avec un grand soulagement.
J'ai tellement peur de ne pas pouvoir donner à manger à mes enfants avec les rayons qui se vident. Le président a annoncé hier que nous sommes confinés jusqu'au 30 mars. Le message est clair, le message fait peur. Je ressens une grande inquiétude pour nos bénéficiaires, qui sont déjà isolés pour la plupart et qui vont l'être d'autant plus. Notre travail consiste à créer du lien social, à les sortir de la solitude, et nous allons devoir les encourager à rester chez eux. Quelle ambiguïté. Comment travailler correctement sans contact direct avec les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer? Je leur avais parlé du Covid avant le confinement, mais je suis pris au dépourvu. Tout se fait dans la précipitation, ça nous met en difficulté. J'ouvre la réunion avec cette phrase, écrite pour moi-même. Merci d'être là, nous allons maintenant travailler afin de maintenir vivant notre collectif, ainsi que le soin porté à chaque personne, ceux qui vivent là et ceux qui travaillent là. Seul ce double mouvement peut nous permettre de soutenir la vie. J'avais prévu de donner la parole, qu'elle circule, que le discours ficelé de la direction ne vienne pas étouffer la complexité des chemins de chacun. Je pouvais imaginer que ce serait tendu, mais je n'avais pas pensé que je serais aussi sensible au ton employé par certains. La pression est forte, on nous ment, le danger rôde, certains le voient plus que d'autres sont tristes, ils aimeraient continuer à travailler comme avant. Tout le monde doit rester chez soi, me disent les directions des structures. Mise en place d'un plan de continuité d'activité et d'accompagnement du maintien au domicile des usagers. Mais les personnels y restent aussi du coup. Vite, les enfants n'ont plus d'école, les parents n'ont plus d'accueil pour les plus petits. Ça prend en 48 heures un air de couvre-feu assumé qui ferait pâlir les plus médaillés des galonnés. Enfin, sauf quand il s'agit d'aller promener le chien ou de faire son jogging. On a touché l'iceberg par tribord, mais les cloisons étanches vont évidemment tenir le coup. L'orchestre peut continuer à jouer. Sur la passerelle, il y en a même pour prétendre qu'ils savaient d'avance qu'on filait droit sur l'obstacle, qu'on aurait dû barrer à bâbord, que c'est ce qu'ils auraient fait, qu'ils savent tout d'avance, sur tout. Première attitude face à la crise, l'idée toute faite. Tout est stoppé. Autour de nous, tout ralentit et même s'arrête. C'est un sentiment incroyable de voir qu'on n'appartient plus au même monde et que ça va durer. Nous nous réorganisons. La directrice travaille en visio chaque matin sur les recommandations et le positionnement de l'assaut, avec les autres directeurs et le directeur général. Pendant ce temps, je ressens le besoin impérieux de rester près des équipes, de passer beaucoup de temps avec eux, d'aller dans les maisons, faire rire les résidents, les rassurer, les écouter, expliquer. Nous avançons les yeux fermés. Les résidents nous regardent courir, ils scrutent nos visages, cherchent des informations sur nos lèvres, dans nos gestes. Premier vertige avec l'irruption de la pandémie puis l'annonce du confinement. Les témoignages des professionnels s'occupant de personnes en situation de handicap nomment la menace par les figures de catastrophes naturelles, volcans, tempêtes, fléaux, d'accidents, à l'image de la submersion du Titanic, emblème de la défaillance humaine, et de la menace mortelle frappant les personnes vulnérables, l'hécatombe. La figure de la guerre martelée par le chef de l'État est critiquée, mais reprise. L'étrangeté de la situation déstabilise, elle peut aussi être grisante et stimulante. Il est régulièrement question de défis à relever. Je récupère un modèle de plan de continuité de l'activité sur le site de l'ARS afin de mettre le nôtre à jour. Je suis sidéré par leurs documents. Avec ce genre de production technocratique, j'ai l'impression d'être idiot, de ne pas comprendre, de ne pas parler la même langue. Il me faut un peu de recul pour m'affranchir de ce modèle mal construit, mal rédigé, ou pour un hôpital de 2000 agents. Je reprends de A à Z. Ça déserte.
Un membre du personnel s'est fait arrêter d'emblée par son médecin. Il n'est pas malade, mais fragile. Il ne veut pas prendre de risques. Un autre a trouvé qu'avec son infection longue durée, il devrait être forcément sur la liste de ceux qui doivent se mettre à l'abri. Et il finira par trouver la bonne case à cocher. Moi aussi, je devrais me faire arrêter. Mon médecin me l'a redit. Qu'est-ce que je fous là? Parfois je doute. Oh. Pas longtemps car la tempête nous oblige à être sur le pont. Visio lundi, tous ensemble, pour voir comment on fait. On n'est plus sur le terrain. On ne va pas voir les personnes. On devrait avoir du matériel. Je n'imagine pas aller chez les gens comme ça. Des personnes ne respectent pas le confinement. Un sort toutes les nuits pour boire et fumer. J'adore mon boulot, mais je n'ai pas envie d'y laisser ma peau. Le mail de la direction dit « aucune visite à domicile », sauf cas très particulier avec autorisation express. Je suis déstabilisé par la pandémie, mais autant par la nouvelle organisation que le confinement engendre. J'ai de la fièvre, une légère toux, un arrêt de 15 jours dans le doute. Je fais ce que je peux pour aider à distance les collègues et les familles. Retour sur mon lieu de travail. Sensation étrange de rejoindre un train en marche sans savoir combien de wagons le composent ni ce qu'ils contiennent. Tout semble rouler. Sentiment d'un fossé avec le monde extérieur. Ne serait-ce que parce que c'est ouvert, pendant que dehors, tout est fermé. C'est perturbant. Les résidents semblent aller bien. Ça me surprend. Les équipes gèrent avec brio. Ça me surprend pas, mais ça m'impressionne. Quelle chance ont les résidents. Il faut que les équipes tiennent. Comment les y aider? J'envoie des conseils pour qu'elles puissent se ménager et les coordonnées de lignes d'écoute gratuites. Je vais organiser des temps d'échange autour de ce qu'elles vivent. Cette banderole à l'extérieur du foyer et la fiche collective à l'intérieur, super idée. J'ai eu la collègue fâchée d'être venue travailler sur l'horaire qu'elle devait faire. Je lui parle de sa position en réunion, de sa mise en cause de la confiance. Elle botte en touche en riant, banalise. Elle finit peut-être par me confier l'essentiel. Le directeur est plus rassurant que toi, il peut dire sa peur, pas toi. Bah c'est vrai. Ma peur n'est pas là, elle est ailleurs. Ce virus ne m'inquiète pas vraiment. Mes douleurs sous l'aisselle, sous mes pieds, oui. Le repli sur soi, la peur de ceux qui doivent prendre soin des autres, oui. La violence des groupes, ma difficulté à rester calme, oui. J'ai peur de ne pas y arriver, du vide, des araignées et des chimiothérapies et de la chambre implantable sur mon torse. J'ai peur que l'homme que j'aime meure ou souffre, mais pas du virus. Tout est tellement chargé de peur que je n'arrive plus à écouter tranquillement mes collègues. Je suis fatiguée de toutes ces peurs. Elles révèlent celles que je n'arrive pas à ressentir. Une phrase me revient sans cesse. Ne pas mourir, ça n'est pas être vivant. Être vivant. Est-ce possible quand toute la journée est passée à tuer des microbes chiffon à la main? Il a été rappelé qu'il faut tenir les équipes. Comme on navigue un peu à vue, on serre les rangs. Des références martiales ont été initiées au plus haut niveau de l'État. Apparaissent déjà des petites zones de fragilité. La communication interne ne semble plus suffisante pour assurer la fonction de lien et de convergence. Premier propos désobligeant et nominatif. Ça commence à tirailler au sein du staff de direction. La ligne commune paraît déjà difficile à tenir. On dirige toujours tel qu'on est. Et par grand vent, on peut réagir de façon exacerbée. On pourrait dire qu'on surjoue son rôle. C'est pas bon. Cette fois, ça y est. Nous avons aménagé un mini-hôpital. Il est donc bien présent, ce virus. Notre univers a basculé. Je suis contente d'échanger avec les collègues par les réseaux sociaux. Même le week-end, nous partageons nos apéros. On a mis en place une sacrée organisation. J'ai le sentiment
pour une secrétaire, de faire vraiment partie de leur équipe. Tout le monde se rapproche. J'adore. Je suis en télétravail, mais j'ai accepté d'être présente à l'Institut. Sur le trajet, pas un bruit, pas une voiture. Une personne promène son chien. Sur la caserne des pompiers est inscrit « Soyons solidaires, restez chez vous ». On se tient la main, on essaye de se rassurer en faisant des petites blagues. Difficile de se remonter le moral. Et dur métier de parent en temps de confinement. Je me suis levée en voulant être positive. C'est donc avec un sentiment d'optimisme que je télétravaille. Des collègues doivent faire des remplacements à la résidence pour adultes. Ils sont obligés de prendre de leur temps. Et peut-être leur vie. Nous voulons que nos jeunes et leurs familles ne se sentent pas délaissés. Donc, nous faisons tout notre possible pour les accompagner. Mais on voit que tout le monde commence à s'épuiser. Mon Dieu, que c'est difficile à gérer cette crise. Difficile de trouver du réconfort dans les médias, chez les médecins, chez les collègues, les amis. Il faut s'adapter à une situation d'urgence dont on ignore la durée, dans un contexte de grande incertitude, y compris sur la transmission du virus. Les instructions des autorités publiques tardent parfois ou sont inapplicables. Puis elles sont perçues comme un flot de consignes contradictoires. Le manque d'équipement de protection met en colère. La parole officielle qui oublie le secteur et la faible et lente arrivée des masques engendre une défiance persistante. Je nous ai équipés d'un bon système de visioconférence. Et nos réunions de cadre dorénavant quotidiennes sont un temps de travail intense, de prise de décision collégiale et un moment chaleureux très attendu de nous trois. Nous nous rendons vite compte que nous devons lutter contre la folie, la nôtre, celle de tout le personnel, pour faire face tous ensemble à celle des résidents. Nous définissons une philosophie commune. Même les extrêmes détiennent une part de vérité. Il faut être à l'écoute de chacun sans aucun mépris. Mon boulot, c'est d'en dégager une ligne de conduite que j'assume ensuite pour définir le niveau de protection qui semble adapté. Avec le manque de sommeil et la tension, je me dis que je dois être un peu exalté. Je me demande si je ne me prends pas pour le capitaine d'un vaisseau, genre Titanic, qui restera sur le pont ou avec l'orchestre qui jouera jusqu'au dernier survivant. C'est mon devoir. Je dois être auprès de ceux qui n'ont pas le choix. Je n'ai pas le droit de me mettre à l'abri. Et bien sûr, je suis invincible. Et si j'étais juste inconscient et irresponsable? Des membres du personnel me disent que je dois me protéger car ce ne serait vraiment pas le moment que je fasse défaut. Ils savent bien que je suis le plus vieux de la bande et que mes bronchites asthmatiformes sont déjà calamiteuses en temps normal. Je sais qu'un comportement de leur cadre jugé imprudent peut provoquer un sentiment d'insécurité. La chef de service me suggère de venir que certains jours. J'ai du mal à me résoudre à rester chez moi. Mais l'idée fait son chemin. La technocratie s'emballe, elle pond des protocoles surréalistes, se contredit. Ils sont tous sur l'arrière et nous sommes sur le front. Sans masque, car ils disent que c'est inutile. Je suis sûr qu'ils mentent. Il y aura un après. Ils vont devoir nous écouter à la libération. Il semble que les parents d'enfants handicapés parviennent à se débrouiller malgré le confinement, à trouver des ressources insoupçonnées. Les enfants aussi. Cela invite à l'humilité ceux qui pensent l'institution comme l'alpha et l'oméga de l'accompagnement. Des parents et des enfants se découvrent ou se redécouvrent, s'épaulent réciproquement. Oui, aussi dur soit le moment, des parents en difficulté font face, avec les moyens qui sont les leurs. L'école continue de perdre ceux pour lesquels elle n'est pas taillée. En restent éloignés ceux qui n'y sont pas réellement chez eux, quelle que soit la volonté et l'engagement de tous les agents. Visio tous les soirs, à partir de 17h30, les réunions de cadre s'étirent. Sensation d'indispensable. Et de jours sans fin. Conjoint qui s'impatiente derrière les portes, qui entre, le repas est prêt. On se marre bien, alors ça doit intriguer. J'ai repris en mi-temps thérapeutique avant le confinement, mais plus possible avec le corona jour et nuit dans la tête.
Certains résidents psychotiques semblent très à l'aise dans cette nouvelle ambiance. Enfin, comme tout le monde. Je trouve ça très touchant. L'interdit vient remplacer l'impossible. C'est une phrase d'un collègue. Ce qu'ils ont du mal à faire est interdit pour tous. Aller vers les autres, sortir, ça résonne en moi, ça sonne juste, ça fait du bien. Un résident me lâche terroriste au beau milieu d'un entretien. Je mesure par lui l'effet du masque et de cette crise sanitaire, le réveil de traumatismes anciens, les attentats et une agression qu'il a subie et qu'il réévoque en disque rayé. Un autre résident semble au bord de l'explosion. Je vais mourir, moi, si on continue de prendre ma température. Il faut arrêter. Je creuse un peu et je comprends qu'il a associé le virus au thermomètre, puisqu'ils sont apparus de façon concomitante. Le thermomètre, pour lui, c'est le virus. Comment symboliser ce virus concrètement? Une boule de papier mâché? Un résident m'annonce que le copinement est prolongé. Le confinement rime avec être avec les copains. Quelle belle trouvaille. Je reprends avec lui le sens de ce mot si abstrait. Premier appel du jour, ma collègue, en colère contre notre directrice qui lui a mis 2 jours de présence la semaine prochaine. Je l'écoute, j'entends toute sa colère et sa peur. J'essaie de la raisonner. C'est pas simple. Et là, la tête me tourne. Et c'est moi qui suis tourmentée. J'ai été une vraie éponge. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Même les familles commencent à manifester leur peur de ne pas tenir. Pourtant, ils ne veulent voir personne. C'est une journée où nous devrions faire des blagues. Nous évitons. Ma collègue super angoissée appelle pour me demander comment ça se passe. Elle est confinée depuis le début, complètement envahie par la peur. Elle veut mettre des chaises devant chez elle pour tenir à distance les gens. Elle est outrée de la façon dont les gens se comportent. Je voudrais la rassurer, mais elle ne veut rien entendre. Elle dit que la seule solution est de tous rester chez nous. Oui, mais nos usagers. Je lui en veux pas. Elle est malheureuse. L'après-midi est agréable avec mon autre collègue, super débrouillarde. Nous arrivons à nous encourager pour ne pas baisser les bras. Ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux et déplore plus de 20 000 décès. La peur est omniprésente, mais d'intensité changeante selon les personnes et les moments. On a peur du virus, bien sûr, mais aussi de ne pas être à la hauteur ou d'autres peurs intimes. L'épidémie est très meurtrière. On peut avoir peur de l'autre. Cette contagion des peurs touche des salariés isolés que leur fonction place en réceptacle des peurs d'autrui, ou bien personnellement fragilisés. Ne pas exacerber les tensions qui commencent à se faire sentir avec la fatigue. Ne pas blesser, prendre soin de tous. Les éducateurs sont en temps de présence et en effectif réduit sur site pour assurer la même exigence de sécurité 24 heures sur 24. Ils travaillent de plus en plus intensément auprès des résidents qui vont de moins en moins bien et dans des conditions de plus en plus difficiles. Une résidente a décompensé, elle a lacéré au ciseau ses papiers d'identité et ses vêtements. Elle voulait effacer son passé. Les éducateurs l'ont contenue, elle va mieux. Un autre vit dans l'incurie, son appartement est insalubre. Il ne supporte pas qu'on y pénètre. Il faut dire que les éducateurs sont équipés comme des martiens. D'autres se mettent à boire. Je ressens bien la composante angoisse pour l'équipe dans le fait d'assurer cette présence quand on nous rabâche tous les jours qu'il faut rester confiné et à l'abri parce que c'est dangereux. La déprime des éducateurs s'exprime de plus en plus profonde. Eux n'ont plus le temps de penser, ne savent plus quoi dire à des résidents de plus en plus reclus dont la vie semble s'éteindre, où il n'y a plus d'horizon, où les relations sont devenues un danger pour tous. Voilà bien l'horrible paradoxe. Les relations qui sont le sens même de notre travail sont devenues un danger mortel. C'est fou le nombre de choses que l'on peut faire qui sont supposées mettre les autres en danger.
Le téléphone et la visioconférence sont insuffisants. L'absence de médiation ne permet pas de lutter contre la pathologie psychotique qui détisse le lien continuellement. Le bilan du jour est celui d'une prise de conscience. Un décalage entre le confort de ma place dans cette crise et ce que vivent l'équipe et les résidents. Je n'avais pas perçu à quel point cette situation devient difficile pour les éducateurs. Et eux, on ne les applaudit pas à 20h. Si je tiens à ce journal, c'est que dans ma solitude, il m'aide à réfléchir, à me distancier et à m'endormir un peu plus serein après l'insomnie qui, presque chaque nuit maintenant, me conduit devant mon PC pour ce témoignage. J'ai tout le temps mal à la tête. Je me demande si le fait d'être plus enfermé fait cet effet ou si de vivre comme dans deux réalités entre mon foyer et le foyer où je travaille peut induire ces maux de tête. Basculant de l'ouvert au fermé et du fermé à l'ouvert, il n'y a plus rien entre. Tout est collé. Les ambiances sont variables au sein du foyer. Tout est par pic. Pic de stress, pic d'euphorie, pic, pic, pic. C'est rapide. Tout est exacerbé. Le meilleur, cette solidarité et cette humanité si présente déjà avant, mais des tensions aussi qui jaillissent d'endroits inattendus. Un sentiment de solitude parfois, lié à la fonction peut-être, tout en me sentant faire partie du monde. Ce corps commun qui m'émerveille. Ça vibre, c'est vivant. Épuisant aussi. Réunion en visioconférence avec l'équipe de nuit. D'habitude, dans mon bureau, ils sont 5. On est un peu serré, mais j'aime bien. Je les retrouve. On parle des horaires, des choses qui ne vont pas, des congés, des jours fériés. J'informe de la façon dont nous avons décidé de procéder, j'explique. Nous parlons des résidents, de l'ennui du début, de la fatigue d'aujourd'hui, de la peur de contaminer les résidents, et puis de la colère de ne pas les voir nous protéger. Ils trouvent les mails de la direction envahissants, mais ne voudraient pas ne pas les avoir. Les 2 heures de ménage chaque jour sont pénibles, prise de tête pour tout sécuriser tout le temps. Des éducateurs ne respectent pas la consigne de venir plus tôt pour augmenter le temps de liaison entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Ils n'aiment pas l'ambiance actuelle. Les réunions sont plombées. Il ne faut pas toucher au crayon sans le désinfecter, sinon gare au regard qui tue. Ils ont dit leur solitude et déposé ça en moi. La réunion s'est bien passée, mais je n'ai pas senti ce travail d'équipe qui passe par quelque chose de chaud. Le corps n'y était pas. L'image ne fait pas tout. Je repars moi aussi esseulée, avec le sentiment de ne pas donner là où il faut. Consciente que ce n'est pas possible pour le moment, c'est le temps de la déconstruction, temps nécessaire à accepter. Moi qui voulais tant reconstruire. La situation d'un jeune homme que j'accompagne se dégrade. Appelé par un voisin, la police était intervenue 2 fois la semaine dernière. Sa psychiatre avait proposé de le faire entrer en HP, ce qu'il refusait fermement, ne voulant pas être enfermé et coupé de sa famille, pourtant peu aidante. Il avait demandé que son traitement soit augmenté, car il se sentait à cran. Sans nouvelles, j'ai appelé en fin de journée. Son père a décroché, me disant qu'il dormait. Il était 17h. J'ai insisté pour lui parler, mais ses propos n'étaient pas compréhensibles. J'ai juste compris qu'il n'était pas bien, qu'il voulait dormir et qu'il me rappellerait. Inquiet, j'ai joint sa mère qui habite un peu plus loin. Elle m'a confirmé qu'il avait vu sa psychiatre, que le traitement avait été augmenté et que c'était sans doute pour cela qu'il dormait. J'ai voulu alerter son père, mais il n'a pas répondu. Je suis resté avec ça toute la soirée, hésitant à faire intervenir le SAMU, mais appelé sur base de quoi? Qu'un jeune homme, certes en grande difficulté, était dans le gaz quand je lui ai téléphoné, sans autre information à leur donner? Toujours du mal à me lever, mais contente d'aller à l'institut. C'est ma sortie. Je coupe de la maison.
La vie à 4 et surtout avec des ados me pèse. On n'est pas nombreux et je peux mieux échanger avec les chefs de service. Nous ressentons les mêmes choses. J'ai un peu honte de dire ce que je vis sous mon toit. Je confie à ma chef que je commence à me perdre dans l'organisation du travail. Ouf, week-end. J'ai pu dormir. Toujours mal, mais j'ai dormi. J'ai décidé de mettre sur le frigo une phrase pour que chaque jour nous inscrivions quelque chose qui reflète du positif. Nous jouons le jeu. Même le grand a mis sa phrase. Ça fait du bien. Ça évite de penser que nous devions entrer dans notre nouvelle maison. Nous étions en train de faire construire. Nous courons depuis 2 mois, sans voir la ligne d'arrivée. Mon corps est fatigué, et mon esprit aussi. J'ai du mal à me lever. De gros moments de blues, de colère, de culpabilité. Pourtant, à ce jour, les résidents ont échappé au monstre Covid et les familles ont tenu. La peur est là, chez les professionnels du quotidien. Et il faut plusieurs fois par jour leur montrer que leur présence est indispensable. Je sens une telle détresse parfois que j'ai envie de rester la journée, la nuit. Il faut éviter de s'arrêter pour ne pas penser à ce qui se passe dans le monde. Je me concentre sur l'essentiel. J'ai l'impression que nous formons un cercle soudé autour des résidents pour que rien ne leur arrive. Malgré la peur, la fatigue et le stress, tous les professionnels sont présents. Je suis stupéfaite. Je leur témoigne ma grande gratitude. Je leur dis à quel point je suis fière d'eux. Fière de partager cette solidarité. J'ai l'impression que chacune des personnes qui travaille dans ce foyer prend sa part de difficulté, sa pierre du Covid, pour qu'aucune personne ayant un lien avec ce foyer ne soit oubliée. J'en suis souvent très émue. Une cohésion s'installe petit à petit. Et ce dont je rêve depuis l'ouverture du foyer est en train de voir le jour. L'adversité rapproche et soude des équipes dans un faire-face solidaire, entre collègues, à l'échelle institutionnelle, avec les personnes accompagnées, avec leurs familles. Des élans de solidarité font vivre de grandes fiertés. Mais faire équipe est difficile quand les conditions de travail distendent les liens et quand le danger rôde. Les écarts de niveau de peur entre acteurs fabriquent des tensions. Chacun se sent concerné par l'action des autres et les manquements sont vivement repris. La méfiance et la disqualification sont à l'œuvre. L'écart de conduite est perçu comme une menace, transformant vite l'autre en ennemi. Il en résulte des incidents, des évitements, des conflits ouverts, des replis individuels et parfois des défections, avec refus des aspects les plus exposants de l'activité ou retrait complet. Ces tensions engendrent des solitudes et des isolements. Je suis triste et mal après cette réunion poussive. De mon bureau, je les entends rire, se donner de toute leur âme auprès des résidents. Je continue de trouver leur présence engagée, organisée, ils sont bien là. Mais je les vois 2 fois par semaine pour ce temps de réunion et même ce qui semble vivant est écrasé. Chaque « qu'en pensez-vous » est resté sans suite. Juste un silence. Je me demande si je dois accepter de traiter ces dépôts pour que chacun trouve la capacité de repartir ou si je dois arrêter ces réunions, me protéger, les envoyer paître, être ailleurs. Je dors pas, autant écrire. Je rêve que je parle aux éducateurs. Je leur dis que je ne peux pas partager leur angoisse. C'est mon histoire. C'est ainsi. Ils sont angoissés et je ne le suis pas à ce sujet. Nous ne nous rejoignons pas. Par contre, je peux prendre soin d'eux, aménager un cadre qui permette de les prendre en compte, de favoriser la poursuite de leur mission. Encore faut-il consentir à être là. Mon désir d'être là est tellement attaqué qu'il s'accroche aux 2 êtres humains avec qui je fais équipe, mes collègues cadres. C'est ça qui s'imposait dans mon sommeil. Comme il se peut qu'on ne se sente pas appartenir à sa famille, je ne me sens pas de cette équipe éducative en cette période de crise. Ça me rend triste. J'ai très mal dormi. Impossible de sortir cette situation de ma tête. Hâte d'être le matin pour l'avoir au téléphone.
complètement envahi jusque dans ma vie privée. Lorsque la gendarmerie m'a appelé à 7h30, j'ai pensé qu'on me prévenait qu'il était emmené à l'hôpital. Au lieu de cela, l'agent m'a informé que son père l'avait retrouvé mort, au petit matin, tombé du canapé où il s'était endormi. Il avait bien entendu un bruit pendant la nuit, mais n'a pas réagi. L'horreur m'a saisi, j'ai hurlé. Hurlé ma peine et surtout ma grande culpabilité, car j'avais senti qu'il se passait quelque chose. Hurlé contre moi-même, avec l'impression de ne pas avoir agi comme je l'aurais dû. J'ai expliqué la situation à l'agent. Il m'a répondu « Vous n'êtes pas médecin, il n'y a pas de reproche à se faire. Le SAMU n'aurait pas donné suite à votre appel vu la conjoncture actuelle. Vous ne pouviez pas savoir. » Par contre, son père, lui, était là. Merci, monsieur l'agent. Mais n'empêche, ce décès est un dommage collatéral du confinement. L'enquête déterminera les causes. Infarctus, overdose médicamenteuse, volontaire ou pas. J'enrage. Nous le savions en danger. Il s'était plaint de palpitations. Son rendez-vous chez le cardiologue a été annulé. Il devait démarrer un stage, mais tout a été stoppé en raison du confinement. Il y a 6 mois, nous avions initié un accueil en urgence dans une structure, tant la situation était alarmante. La demande avait été rejetée, les difficultés n'étant pas liées à son handicap, mais à sa situation familiale et sociale. Vu ce qui vient d'arriver, c'est un sentiment de révolte qui m'anime, même si la situation était souvent compliquée au domicile. Nous aurions pu plus désamorcer la tension existante en offrant la possibilité à ce jeune homme de sortir de chez lui. Qu'est-ce qu'un appel téléphonique, même quotidien, à côté de temps en dehors du domicile? Je suis amer. Je m'en veux de ne pas avoir pu ou su dépasser ma peur de ce virus pour aller le tirer de chez lui, puisque nous pouvions intervenir avec autorisation de notre hiérarchie. Je n'ai pas eu cette force. Je le regrette. Je n'ai pas non plus imaginé un instant qu'une telle tragédie pourrait arriver. La culpabilité m'envahit. Dès le départ du confinement, c'est la situation qui me préoccupait le plus, car mon champ d'intervention était trop limité. Décision de prolongement du confinement. Nous sommes d'accord de faire des efforts, certes, mais nous estimons que nous avons fait suffisamment d'efforts. On n'a aucune information sur comment se passera le déconfinement. Et pas de masque. Tout le monde est en colère du mensonge des médias et des politiciens ou de leurs propos qu'ils ne mesurent pas. Le télétravail est difficile. Je suis souvent dérangée par mes enfants et le téléphone. C'est pénible. Entre le mari qui est à cran dans son travail et les garçons qui pensent que le déconfinement c'est maintenant... Oh. Les éducateurs donnent tout aux résidents. Auprès d'eux, ils restent vivants et inventifs pour maintenir le lien social et la vie. Quand ils s'arrêtent le temps d'une réunion, ils semblent se laisser aller à être agressifs, déprimés, angoissés. C'est le talent de la chef de service de ressentir ces choses-là et de leur permettre cette respiration en relative sécurité. La charge agressive, la déprime, c'est elle qui l'amortit en la prenant de plein fouet. Heureusement, il y a nos réunions de cadres. Chaque jour, nous savons ce que nous nous devons les uns aux autres. Un souvenir d'enfance. L'émotion de ma mère quand un avion gros porteur passait à basse altitude avec ce bruit très sourd qui faisait trembler les vitres. Pas de signe bruyant chez ma mère. Juste un sursaut et une angoisse que je ressentais. Que nous restera-t-il de nos angoisses liées à la mort qui peut nous atteindre du simple fait de nos contacts? Pas de hurlements, pas de sirène, pas de mur qui tremble. Juste un sursaut à la vue de l'autre. Le résident qui avait parlé de copinement pour confinement me dit « c'est encore à cause du compliment ».
Décidément, le mot se décline, encore et encore, pour mieux se faire apprivoiser. J'ai proposé des supports d'expression aux professionnels et résidents avec des petites phrases simples à compléter autour de ce que chacun vit. Depuis l'arrivée du virus, je me sens, ce qui me manque le plus est, le meilleur moment que j'ai passé est, ce que je rêverais de faire est. C'est inspiré par le journal de bord que vous m'invitez à tenir, dans l'idée d'en faire un livret souvenir ensuite. Les équipes s'en saisissent, c'est chouette. Je collecte les feuilles. Dans la guerre, tout est simple, mais la chose la plus simple est difficile, écrivait Clausewitz. Même le fait d'expliquer pourquoi et comment retourner à l'école. Ne pas se préoccuper de l'avenir lointain, c'est se condamner aux soucis immédiats. Semaine pénible, à naviguer à vue, en fait, dans le brouillard. Entre focalisation quasi obsessionnelle de certains sur les problématiques d'approvisionnement en produits et équipements, pourquoi maintenant et pas avant, et affolement divers révélant les failles organisationnelles. Le Titanic de nouveau. Cette fois-ci, côté « Où sont les chaloupes ?» Les pratiques professionnelles se réinventent pour maintenir les liens et soutenir les personnes accompagnées et leurs proches. Des innovations apparaissent, et pas seulement autour de l'exploitation des possibilités du numérique pour compenser la distanciation sociale. Se retrouver dans le même bateau amène un certain rééquilibrage de la relation entre professionnels et personnes accompagnées. L'expérience partagée réduit l'écart de rôle et installe une plus grande réciprocité relationnelle. Globalement, les personnes accompagnées s'adaptent mieux aux contraintes de la situation que ne l'imaginaient les professionnels. Certaines profitent de moments de flottement pour expérimenter des choses, réaliser des actions inédites et, avec un accompagnement moindre, font preuve de davantage d'autonomie. Je suis heureuse de voir que chacun retrouve un peu ses marques et cherche à prendre soin à sa façon. Un collectif qui commence à reprendre forme. Conseil des ministres, restriction des libertés. J'écoute un peu plus les informations, moins besoin d'être coupé d'un monosujet. Je supporte plus qu'on me dise sans cesse à la radio ce que je dois faire. 1984, Orwell, me revient. Moi aussi, je doute. C'est la santé qui prime, mais de quelle santé parle-t-on ? Ce corona est politique. C'est une évidence. J'écoute au dehors et j'essaye d'écouter au dedans ce qui, pour certains de mes collègues, les invite à une posture de défi vis-à-vis de notre institution. Ce même défi que je sens en moi concernant nos gouvernants. J'ai parfois l'impression qu'ils me prennent pour Macron. Pas de confiance. La confiance a disparu avec le Covid, alors que d'habitude on ne travaille pas comme ça. Ça crée plein de zones secrètes, santé, peur, vie personnelle. Il faut prendre suffisamment soin des collègues, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'injustice entre eux et continuer la tâche. Sinon, c'est le repli. Il y a une telle tension qui circule. Je pense que tout le monde est pris par lui-même. Le mouvement de repli est massif. Réunion d'équipe, tour de table. Comment ça va ? Silence. La réunion va être difficile. En parlant des visites à domicile, j'ai l'impression d'avoir posé une question intime, déplacée. Réunion de cadre, je raconte ma journée. Le directeur dit qu'il a entendu ma fatigue. Il l'a entendu cette fois, plus que les autres fois. La journée a été dure. 21h, j'envoie un message à mes 2 collègues. Je dis ma fatigue physique et psychique, mes regrets face à la forme que prend ma peine, la colère, trop souvent. La difficulté de cette reprise et mon désespoir face à l'épreuve de l'individualisme. Je leur dis qu'ils comptent, que leur présence m'est chère, non sans quelques larmes. Oh, ça, je leur dis pas. Ils doivent l'entendre, ils disent les leurs en me lisant. C'est bon, on s'est rejoints. L'angoisse collective est forte. Je suis de retour attendue et différente de ce qui était attendu, forcément. Oui, je suis insécurisée. Cette insécurité n'est pas qu'extérieure à moi, je suis moins solide. Question d'histoire de vie. Ce soir, je vais jouer au Rumicube. À cet endroit, la stratégie est ludique et sans risque, sauf celui de gagner.
Pendant le temps d'échange, pour que les équipes puissent exprimer leurs ressentis, quelqu'un dit son incapacité à faire face au décès d'un résident. J'entends cet impensable auquel nul ne souhaite être confronté. Mais je rappelle que plus que jamais, hélas, ce risque existe. Un risque de mort plane toujours du fait du vieillissement des résidents, mais davantage en ce moment. J'évoque qu'on ne sait pas à l'avance comment on réagira si la situation se produit, et qu'on peut être surpris de sa capacité à gérer. J'invite à prendre soin de soi, plus que jamais. Il faut pouvoir tenir. Une professionnelle qui a été atteinte du Covid revient sur son poste à l'instant, après de longues semaines de cauchemars, visiblement. Je suis là, à son arrivée. Je la trouve marquée, transformée. Elle a fondu. Elle est émue. Je sens tout le poids de ce qu'elle vient de vivre à travers ses silences, ses retenues, son visage. Des collègues disent ne plus embrasser leur enfant de peur de les contaminer. Impensable pour moi. Je prends une douche le soir en rentrant. C'est mon geste barrière, mon entre-deux. Je dors très mal cette nuit-là. Maintenir la vie dans l'établissement n'est pas facile. Combien de temps encore faudra-t-il jongler entre des appels à l'aide de toutes parts? En demandant aux familles de venir chercher leurs enfants à l'annonce du confinement? Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long, si pesant pour ces familles parfois âgées ou seules. Ma culpabilité grandit au fil des semaines, n'augurant toujours pas de jours meilleurs. Je leur ai demandé de patienter. Je ne pensais pas avoir à leur demander de patienter encore 2 mois plus tard. Les semaines sont ubuesques. Quand dans la journée, 10 mails arrivent et se contredisent les informations que je viens de transmettre aux équipes et aux familles. La confiance peut s'émousser vite dans ces conditions. Je voudrais pouvoir faire plus et mieux. Parfois, je me sens aussi complètement oubliée par ma direction générale. Comme si ceux qui vivent au front devaient trimer sans relâche. Je suis épuisé psychiquement. Je n'arrive plus à rejoindre mon journal de bord. Plus envie et plus moyen d'écrire, car plus possible de me lever en pleine nuit avec l'esprit en ébullition. Je ressens un besoin vital de dormir et de m'abstraire de ce quotidien envahissant. Les week-ends, je ne peux plus me permettre de rester enfermé dans mon bureau pour travailler. J'ai encore une famille. Je suis invité à être plus présent auprès des miens. Ils sont encore là et c'est une bonne nouvelle. Les vidéos, c'est bien, mais nous avons besoin de nous retrouver. Nous ne pourrons pas nous toucher, mais l'échange sera différent. Il est temps. J'ai tellement envie de cette journée de reprise, mais ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé. Les collègues sont contents de venir, mais pas tant que ça. Ils viennent à tour de rôle, ne s'attardent pas. Je ne ressens pas cette chaleur. Je me suis surprise à ne pas reconnaître une pro derrière son masque. C'est la honte. On perd nos repères. Comme notre directrice est noyée par toutes les demandes, nous, les secrétaires, mettons en place un tableau pour le retour en taxi des usagers. Grosse responsabilité qui nous tombe sur les épaules. Cette première journée est stressante. Une collègue a souligné que la reprise était plus difficile que le premier jour du confinement. Nous sommes à nouveau dans l'inconnu. Je suis mal concernant ma collègue qui pète un câble avec ce confinement. Tout le monde lui jette la pierre. Moi aussi, je ne supporte pas. Mais ça me fait mal au cœur. Nous continuons le travail de la veille sur le transport des jeunes. La directrice est passée 3 fois pour faire le point, mais à 3 reprises, elle est partie faire une pause. Elle m'inquiète. Elle est limite les yeux larmoyants. C'est incroyable la tension entre tous. Même moi, si on me parle mal, j'ai du mal à ne pas répondre et c'est pourtant pas dans mes habitudes. C'est vrai que notre institut est déjà bancal depuis des années. Nous avons beaucoup changé de direction. On bascule du confinement au déconfinement. On remet le compteur à 0. La grande affaire du moment, c'est que tout soit propre, virucidé à fond, que les personnels soient suréquipés de la tête aux pieds, que les registres,
les thermomètres, les lingettes, les blouses, les surblouses, les combinaisons, les charlottes, les lunettes, les surchaussures, les mops jetables, etc. soient au rendez-vous de la reprise progressive et encadrée. Je souhaiterais ne plus entendre dans nos réunions « il nous faut des bras ». Penser les personnes avec qui nous travaillons comme des ressources physiques a quelque chose d'irritant. On agit parce qu'on pense, et on pense en fonction du sens donné à ce qu'on doit faire. Se pourrait-il que cette idée soit devenue incongrue? J'essaye de remettre de la tranquillité, là où de l'anxiété se donne à lire. De conforter ce qui concourt à la sécurité sanitaire, sans injecter un surcroît de tension, de rappeler sereinement que le principe de réalité, jusqu'à preuve du contraire et malgré les apparences, continue de prévaloir sur les fantasmes. Ou, pour le dire autrement, que les personnels d'encadrement, les managers, guident et n'égarent pas, rassurent et ne troublent pas, sont ceux qui apportent les réponses, non ceux qui en attendent. Le déconfinement est à la fois très attendu et redouté. Attendu pour délivrer d'une situation sans horizon au fil de 2 renouvellements de confinement, redouté car il plonge dans de nouvelles incertitudes et un risque de contamination accru et requiert une préparation complexe. La reprise est progressive, avec des tiraillements entre prudence des professionnels et impatience des personnes accompagnées. Certaines sont également réticentes, et c'est encore plus vrai pour les parents d'enfants qu'il s'agit de rescolariser. Ça y est, ça déconfine. Le foyer s'ouvre. Je me sens ressourcée, heureuse de retrouver chacun. Quelle chaleur ici. Une équipe a fait une vidéo des résidents défilant avec des pancartes pour nous remercier. Une résidente de retour me parle du coronavirus et de Trump qui a pris de la chlorphine. J'aime ces petits mots transformés, cette façon de se les approprier. Je me lève très tôt pour me rendre tôt à l'Institut. Je suis vraiment contente de retrouver un semblant de vie avec les jeunes. Je me pose même pas la question de l'organisation, je pense retour des jeunes. Dès le matin, je suis avec ma collègue angoissée par le coronavirus. Nos bureaux sont faits plusieurs fois par jour, mais non, elle désinfecte tout. Vraiment, au petit matin, tout désinfecter et reprendre tout le monde pour faire une leçon sur les procédures sanitaires. J'ai envie d'autre chose. Impeccable. Les jeunes avaient leurs masques et les attestations signées. Ils ont manifesté la joie d'être présents. La maman d'un jeune sourd, profond et autiste était en pleurs. Elle a demandé que son fils ne revienne pas à l'Institut avant septembre alors qu'il demandait tous les jours à revenir. Elle craint qu'il soit perturbé car le chauffeur de taxi et le véhicule ne sont pas les mêmes que les tournées habituelles. Télétravail. Je relâche. Je suis contente d'avoir vécu la journée d'hier et j'ai hâte de reprendre le travail complètement. Je suis tellement fatiguée que c'est difficile de me concentrer sur ce journal le soir. Il faut maintenant convaincre qu'on peut revenir à un fonctionnement normal. Ce n'est pas gagné. Hier, je précisais à une collègue qu'elle devait projeter son organisation de la rentrée sur un mode retour à la normale. Tout autre était sa vision. Prudente. Trop prudente. Elle prévoyait un rebond durant l'été et la réactivation illico des plans de continuité en mode dégradé. Il faudrait revoir ce terme anxiogène de fonctionnement dégradé. Se confirme qu'il convient de savoir pousser en avant juste ce qu'il faut, celui qui n'ose pas avancer alors que le chemin est tracé, et de savoir retenir juste ce qu'il faut, celui qui est impulsif mais n'est pas encore prêt. Ce n'est pas très mainstream comme management, j'en conviens. La parole présidentielle a profondément bouleversé les familles en disant que les choses devaient redevenir normales à une date donnée. Toutes proches, trop proches. Des personnes affolées à l'idée que leur enfant retourne à l'école. On a pris toutes ces précautions et tout peut être anéanti d'un seul coup. Il va y avoir les autres, les transports collectifs, la cantine, la promiscuité, avec le virus à l'affût, insaisissable. Des personnes qu'on n'entend plus au téléphone. On se dit que la communication a été coupée. Mais non. Elles sont là, au bout du fil, silencieuses. Elles pleurent ou elles sont sidérées.
pas des personnes affectées de troubles psychologiques. On mesure mal l'anxiété sous-jacente et durable qu'aura pu installer cette crise sanitaire. L'impréparation, la multiplicité des discours, le mystère peu à peu éclairci et terrible des liens entre pandémie et environnement. Autre point à penser, le retour à la normalité. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qui pourrait en avoir que l'apparence? Serait normal ce qui ne pose pas de problème, ne soulève pas de questions? Sauf que nous venons d'en faire l'expérience, justement. Les problèmes font leur lit du fait qu'on ne se pose pas de questions à temps et qu'on diffère toujours un peu avant de les traiter. Nous savons, par des appels et des visites, que certaines familles sont désœuvrées, au bord de l'asphyxie, et que leurs enfants sont tristes, témoignent de leur incompréhension par des troubles du comportement, des manques d'appétit. Impossible de rester les bras croisés, d'attendre encore un avis du ministère, une recommandation de l'ARS. Nous proposons un accueil hors les murs, dans un local prêté par la mairie, avec l'accord de notre DG. Le matin de l'ouverture, je suis allée aider l'équipe à accueillir les familles. Je pleurais à moitié avec des familles. Une mère très émue m'a dit « C'est bon de vous revoir, c'était long ». Les 50 heures hebdomadaires de nos vies de cadres, qui nous paraissent d'ordinaire fatigantes, se transforment en journées continues, week-end inclus. Et comme la terre entière, on mange Covid, on dort Covid, on travaille Covid, on pense Covid, on organise Covid, on pleure Covid, on rit Covid un peu. Mon journal va s'arrêter là puisque je suis en vacances. Mais celles-ci ont un goût de post-Covid sur fond de décompensation. Plié en deux par un lumbago, éruption cutanée insolite et brûlante sur un bras. J'ai dormi 12 heures la première nuit et 5 heures l'après-midi qui a suivi. Et quand je pense au travail, ma gorge se serre. Je voudrais pleurer, mais j'y arrive pas. Je reste seul au bord du lac pendant que les miens vont affronter les sommets environnants. Cette année, ce sera sans moi. Je me sens en convalescence. Au foyer, on en est au 4e arrêt de maladie depuis 2 semaines. Il doit y avoir un lien. Dans les médias, on parle de manifestations psychosomatiques et de syndrome de stress post-traumatique, comme pour une guerre. Les journaux de bord livrent de nombreuses mentions critiques sur l'état de la société et des témoins récusent un retour à l'état antérieur en s'inquiétant du jour d'après. La crise sanitaire est parfois pointée comme révélatrice de réalités latentes. Ces révélations portent sur des injustices générées par la société et sur ce qui compte vraiment dans la vie. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Les professionnels du médico-social se sont mobilisés pour ne pas être les oubliés du Ségur de la santé. Ils voulaient la prime Covid, promise par le gouvernement, et une revalorisation salariale identique aux soignants. Ils mettront 2 ans à les obtenir, à la suite d'un grand mouvement de désaffection multipliant les postes non pourvus.